TF1, 20h avec Roger Giquel. Exclusif TF1, les essais de la première Renault Formule 1. Au Conseil des ministres, nouvelles mesures pour l'emploi des jeunes et des cadres. Le Pélican sur l'épave du pétrolier Bolène, le navire de forage le plus perfectionné du monde. Bonsoir. Nous allons commencer ce journal en bolide, et ça n'est pas une image, ou plutôt si, c'est une image, et vous allez la voir dans quelques secondes, il s'agit de la nouvelle Formule 1 mise au point par Renault, entreprise nationale française. Ah, il y a longtemps qu'on l'attendait, cette voiture de course, ce retour de la voiture bleue sur les grands circuits, l'irruption d'un grand de la voiture mondiale parmi les autres grands de la voiture mondiale. Pendant des années, on s'est lamenté de voir que les voitures françaises étaient absentes des grands circuits. Matra a relevé le défi à une certaine époque. Renault reprend le flambeau. Déjà l'année dernière, Renault affichait ses ambitions dans le sport automobile en participant simplement pour voir aux 24 heures du Mans, mais l'année prochaine, Renault engagera 4 voitures aux 24 heures. C'est Gérard Larousse, le directeur des compétitions sportives chez Renault, qui l'a annoncé tout à l'heure. Renault sera aussi présent dans de nombreux rallyes et sur de nombreux circuits avec ses Alpines, ses Turbos, ses Mirages. Mais le fin du fin, bien sûr. La voiture que tous les amoureux du sport automobile attendaient, la voici. C'est la Formule 1, pilotée par Jabouille, sur le circuit de Nogaro dans le Gers. Une exclusivité que nous devons à notre confrère d'Automoto, José Rosinski. Cette voiture que vous voyez rouler pour la première fois, c'est l'ébauche de la Formule 1 Renault qui affrontera Ferrari, Ford, Alfa Romeo et Matra dans les Grands Prix en 1977. Mais ce n'est pas une Formule 1 comme les autres. En misant sur un moteur suralimenté par turbocompresseur, c'est un passionnant défi que lancent les techniciens de la régie. En effet, la réglementation leur impose un handicap de cylindrée considérable. Alors que ses rivaux non suralimentés sont de 3 litres, le V6 Renault Gordini n'est qu'un 1500 cm3. Jean-Pierre Jabouille, champion d'Europe de Formule 2, commence un long et minutieux travail de mise au point. La voiture reste la voiture laboratoire et on travaille surtout sur le moteur. Et à la suite de ça, on met en chantier une voiture qui sera la voiture de course pour la saison 77 et sur laquelle on travaillera énormément sur les suspensions et la voiture. Renault n'a donc pas choisi la facilité car le potentiel du V6 Turbo en Formule 1 est une inconnue. Mais pour la régie, la course doit permettre d'élaborer des techniques nouvelles dont les retombées pourront profiter aux futurs produits de série. À cet égard, la turbocompression est peut-être une solution d'avenir. Toujours dans le cadre du plan Barre, le Conseil des ministres ce matin a adopté la baisse du taux de la TVA, la taxe à la valeur ajoutée, pour la plupart des produits fabriqués par l'industrie et aussi une partie des prestations de services. C'est-à-dire que la TVA à 20% passera à 17,6% au 1er janvier 1977. Et ça va représenter une perte de recettes de 8 milliards de francs pour l'État. Ce sera sa contribution à la lutte contre l'inflation et le gouvernement en attend bien sûr une baisse des prix d'environ 2% à partir de ce 1er janvier 1977. Et tout est là. Il faudra s'assurer que la baisse de la TVA sera répercutée sur les prix. D'où une campagne d'information et d'explication qui va être organisée pour les professionnels. Mais aujourd'hui, le Conseil des ministres a été surtout consacré au problème de l'emploi. Même si dans l'esprit du gouvernement, la lutte contre l'inflation fait partie de la défense de l'emploi. En tout cas, les deux actions sont parallèles. Le Premier ministre a reconnu que l'emploi serait un problème difficile au cours des prochains mois en quittant l'Élysée. D'où les mesures de relance étudiées actuellement par le gouvernement pour l'emploi des jeunes et des cadres, mesures qui ont déjà été qualifiées par Georges Segui de la CGT de cataplasme sur une jambe de bois. Le détail de tout cela, François Gault. Ainsi, les cadres demandeurs d'emploi, ils sont tout de même plus de 100 000 en France, pourront bénéficier de facilités pour entrer dans la fonction publique. Il faut bien faire progressivement. Puis bien taper sur le bord. Et les cadres chômeurs qui souhaitent créer une entreprise industrielle ou artisanale pourront bénéficier de prêts à long terme tout en continuant à percevoir pendant 6 mois leurs allocations de chômage. Voilà. Très bien. Bon, alors maintenant, tu t'assois, tu allumes ton chalumeau.
Pour les jeunes, 4 mesures principales, 4 mesures pour leur faciliter l'accès à l'emploi. D'abord, les contrats emploi-formation vont être développés et amplifiés. Deuxième mesure, l'âge pour en bénéficier dans les secteurs où l'apprentissage n'est pas organisé doit être abaissé de 17 à 16 ans. Troisième point, les actions pour l'insertion professionnelle vont être reconduites en 1977. Enfin, les primes d'incitation à la création d'emplois pour les jeunes de moins de 20 ans sont prolongées jusqu'à la fin de l'année prochaine. Presque fini, hein. Alors maintenant, il faut que tu me mettes ça en ordre. Là. Les centrales syndicales se montrent plus que sceptiques à propos de ces nouvelles mesures. Il n'y a rien de sérieux dans ce nouveau dispositif gouvernemental, affirme-t-on à la CGT. Aujourd'hui, sur 1 025 000 demandeurs d'emploi, 491 000 sont âgés de moins de 25 ans. En somme, près d'un demandeur d'emploi sur 2 est un jeune. De toute façon, le président de la République a demandé aux ministres concernés qu'un premier bilan soit fait avant la fin du mois de janvier sur ce problème de l'emploi des jeunes et des cadres. Et en fait, le gouvernement souhaiterait avoir et tout le monde souhaiterait avoir une meilleure connaissance des statistiques du chômage. C'est pour cela qu'il a pris, le gouvernement, des dispositions pour améliorer le fonctionnement de l'Agence pour l'emploi et pour avoir chaque mois le nombre des offres et des demandes par région et aussi par métier. Tout cela d'ailleurs inquiète déjà Georges Ségui qui accuse le gouvernement de vouloir un instrument de mesure qui diminue le nombre de chômeurs. C'est comme si, la formule est bien connue, on voulait casser le thermomètre, dit-il. Le leader de la CGT a également indiqué dans son interview à France Inter qu'il avait renvoyé sa carte d'invitation à la semaine du travail manuel parce qu'il ne voulait pas cautionner ce qu'il a appelé une parade. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, d'une exposition à la porte de Versailles sur toute une semaine et sur 50 corps de métier. Une exposition destinée à permettre à tous les jeunes soucieux de leur orientation professionnelle de pouvoir appréhender en une seule journée, c'est difficile mais il faut le faire, l'univers du travail manuel. Monsieur Stoléru a inauguré tout à l'heure cette exposition qui rassemble notamment de nombreux lauréats du concours du meilleur ouvrier de France. Le président de la République a d'ailleurs l'intention de se rendre parmi eux, les meilleurs ouvriers de France, dimanche prochain. Bien entendu, cette manifestation entre dans une action en profondeur pour la revalorisation du travail manuel, une action qui doit s'attaquer à la fois au système scolaire, bien sûr, au salaire des travailleurs manuels, bien entendu, et aussi aux conditions de travail, car, a dit le secrétaire d'État chargé de ces problèmes, la France a un très lourd retard par rapport à d'autres pays étrangers. La revalorisation du travail manuel comporte bien des aspects. L'un d'eux est particulièrement intéressant, c'est la souplesse des horaires de travail. Une formule qui n'intéresse pour l'instant que 5% des salariés, essentiellement le personnel des bureaux. Mais vous allez voir avec ce reportage de Jacques Lenoir qu'il peut aussi s'appliquer à l'industrie si on fait un effort d'imagination et d'organisation. Lieu du reportage, une usine de métallurgie à Lagny, en Seine-et-Marne. 15h30, Jean Bouet rentre déjà chez lui, sa journée est terminée. Aujourd'hui, il a décidé de quitter l'atelier très tôt pour aller faire ses courses. Comme tous les ouvriers de cette usine, ses horaires sont variables. Le matin, il arrive quand il veut, entre 6h et 8h30. L'après-midi, il s'en va à l'heure de son choix entre 15h30 et 18h. Bien sûr, il doit accomplir dans le mois son total d'heures. Depuis 3 ans dans cette usine, les ouvriers gèrent leur temps de travail comme ils le souhaitent et tous profitent largement de leur air libre. On n'a plus la hantise de dire d'arriver en retard ou n'importe quoi. Et je n'ai une panne de voiture ou une crevaison, on ne s'en occupe plus. C'est une bonne décision qui a été prise là. Ah, c'était bien, oui, c'est mieux qu'avant. Qu'avant, on pointait et nos primes à sauter. Moi, j'habitais à Cressy-en-Brie et des fois, on ne commençait pas à 7h comme les autres. Moi, je commençais à 7h15. Et à chaque coup, ma prime est toujours sautée. L'horaire variable, au départ, nous étions pas tellement mordants, mais... Pourquoi? Parce qu'on avait peur de se faire un peu avoir, et comme ça n'existait à nulle part, alors on a pris nos réserves. Et maintenant, nous avons consulté les personnes à la base, et tout le monde est bien satisfait de l'horaire variable. Bien sûr, pour pouvoir appliquer l'horaire variable à l'atelier, il faut un minimum d'organisation. Chacun doit prévoir son emploi du temps en fonction des autres, par exemple annoncer la veille quel horaire il a choisi. Et puis ce système exige aussi que les salariés reçoivent une formation, qu'ils soient polyvalents en quelque sorte. Ainsi, ceux qui arrivent tard ou partent tôt peuvent être remplacés éventuellement au pied levé en fonction des besoins de la production.
Tout le monde donc y trouve son compte. L'horaire variable, c'est vrai, crée une ambiance plus détendue dans l'atelier. Cette formule pourtant a des limites. D'abord parce que l'ouvrier ne peut l'utiliser systématiquement en ne pensant qu'à son propre intérêt. Ensuite et surtout parce qu'elle ne peut pas s'appliquer à toutes les industries tant s'en faut. Pas question par exemple pour le travail à la chaîne. Avant l'inauguration de l'exposition sur le travail manuel, il y a eu cet après-midi une nouvelle manifestation des ouvriers du syndicat du livre. Ils sont venus à 600 portes de Versailles. Il n'y a pas eu d'incident notable. Et pendant ce temps se déroulait la première réunion entre les leaders syndicaux du livre et M. Motin, chargé de mission par le ministre du Travail pour tenter de régler le fameux conflit du Parisien libéré. Cette première séance de négociation a duré 2 heures. Elle a eu lieu au Conseil d'État. On a fait un peu le point des principales questions. Comment, par exemple, et c'est important, réemployer le personnel mis sur la touche et comment indemniser les autres, ceux qui seront licenciés. Mais tout ne sera pas réglé avant plusieurs semaines. M. Motin a jusqu'au 15 janvier, en tout cas, pour réussir. Il compte d'ailleurs rencontrer prochainement M. Amaury, le président directeur général du Parisien libéré. Une nouvelle séance de négociation est prévue vendredi. Quoi qu'il en soit, les journaux ont reparu aujourd'hui avec une pagination réduite pour les quotidiens du matin. Le Figaro, lui, a préféré ne pas paraître. Et cet après-midi, tout de même, Le Monde, La Croix, France Soir ont pu revenir à leurs lecteurs avec leur physionomie et leur contenu habituel. Tous ces quotidiens, aujourd'hui, présentent leurs excuses à leurs lecteurs, mais surtout expliquent le préjudice qu'ils ont subi à l'occasion de cette grève dans les imprimeries à cause du Parisien libéré. Le Monde, par exemple, signale qu'une aussi longue interruption dans sa publication ne s'était pas produite depuis 1947. Et il insiste sur le fait qu'au-delà des pertes économiques irréparables, il y a celle des informations, des commentaires et des analyses qui feront à jamais défaut aux lecteurs, quels que soient les efforts de synthèse des journalistes. Cette question du Parisien libéré a été à nouveau évoquée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, bien sûr, et notamment par une intervention remarquée de Roland Leroy, l'un des leaders du Parti communiste. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, en vertu de quel pouvoir vous avez violé l'article 56, troisième partie, chapitre 1 du Code de procédure civile, qui, parlant des conditions d'exécution de jugement, dit « Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures, non plus que les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité. » Si vous n'avez pas violé le code de procédure civile, expliquez-moi pourquoi vous avez personnellement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pris la décision de cette intervention policière dimanche matin. Alors le Premier ministre a renvoyé M. Leroy à la réponse qu'il avait faite un peu avant à M. Vivien, député du Rassemblement. Celui-ci lui demandait pourquoi il n'avait pas entamé plus tôt la concertation, ce qui aurait évité la grève des journaux. M. Barre a répondu que le gouvernement s'était heurté à des difficultés pour négocier à l'amiable. Il a précisé d'ailleurs qu'il avait demandé lui-même à Michel Poniatowski de faire évacuer rapidement le Parisien libéré, car il craignait qu'une résistance s'organise en plein cœur de Paris. Enfin, M. Barre a constaté que la négociation était... Je constate premièrement que l'évacuation a eu lieu, qu'elle a eu lieu sans heurts. Je constate en second lieu que les deux parties ont donné leur accord à M. le ministre du Travail pour que des négociations s'ouvrent. Je constate en troisième lieu qu'une personnalité a été désignée et qu'elle est acceptée par les deux parties. Je constate en quatrième lieu que M. Segui, à la télévision, après l'allocution que j'ai moi-même faite, a indiqué son accord pour qu'il y ait une négociation qui ne dupe pas les ouvriers. Eh bien, la négociation aura lieu. La négociation a lieu. Elle a lieu, en effet. Dans l'entourage du président de la République, hier à Belgrade, pendant la visite officielle en Yougoslavie, on s'inquiétait beaucoup du résultat d'un vote à l'Assemblée nationale sur un projet de loi qui étend les pouvoirs budgétaires de l'Assemblée parlementaire européenne. Ce texte, précisons-le, n'a rien à voir avec la fameuse élection du Parlement européen au suffrage universel qui donnera lieu un jour à de grandes batailles au Parlement et même ailleurs. Mais tout de même, cette extension des pouvoirs budgétaires du Parlement européen actuel
était considérée comme une épreuve difficile pour le gouvernement et même par le gouvernement. Les gaullistes auraient pu avoir la tentation de voter contre, par exemple. Or, non seulement les députés ex-UDR et maintenant RPR ont voté le texte, mais les socialistes ont voté avec eux, se séparant en cela des communistes qui ont voté contre. Ce n'est pas une surprise d'ailleurs. Socialistes et communistes ont souvent été divisés sur la question européenne. En tout cas, ce vote massif pour le texte du gouvernement a amené cette réflexion de M. Giscard d'Estaing dès son retour à Paris cette nuit. Ainsi, a-t-il dit, il y a à l'Assemblée nationale une majorité large et déterminée chaque fois qu'il s'agit de soutenir les options essentielles de la politique du gouvernement. Alors pourquoi cet optimisme du président Patrice Duhamel ? Eh bien, c'est que Valéry Giscard d'Estaing tire de ce vote de l'Assemblée nationale à une confortable majorité 3 enseignements politiques. D'abord, vis-à-vis de ceux qui voient dans le rassemblement mené par Jacques Chirac le germe d'un affrontement à l'intérieur de la majorité. Le chef de l'État constate que sur un projet qui avait soulevé quelques difficultés, il n'y a eu aucun problème, les députés du Rassemblement apportant leur soutien, ce qui constitue à ses yeux un premier test. Deuxième front, à l'intention de l'opposition. Cette fois, Valéry Giscard d'Estaing indique que sur ce texte, comme sur le budget ou sur le plan Barre, il y a à l'Assemblée nationale une majorité pour le gouvernement. En politique, a dit le président de la République, ce sont les faits qui comptent. Il en tire la conclusion, et c'est le troisième enseignement de cette déclaration, que l'Assemblée doit poursuivre son travail, qu'il n'est pas question de la dissoudre et d'organiser des élections anticipées. C'est sans doute là l'essentiel. Le chef de l'État semble depuis quelque temps irrité, agacé même par l'agitation fébrile qui se développe dans les milieux politiques, par ces chuchotements souvent stériles dont parlait Olivier Guichard aujourd'hui dans notre édition de 13h, et encore par ces rumeurs bien parisiennes qui semblent éloignées des véritables préoccupations de l'opinion, hausse des prix et emploi. D'où cette mise au point assez ferme à partir du vote de l'Assemblée nationale hier, d'où cette volonté de faire tomber la tension et de couper court au frémissement de la classe politique dans la coulisse. Le président de la République s'apprête à envoyer aux principaux partenaires économique et aussi politique de la France une lettre qui va préciser ses propositions relatives à l'organisation d'un sommet des pays industrialisés qui pourrait se tenir l'année prochaine. L'idée de ce sommet est née à Pise à l'occasion de la rencontre franco-italienne. L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont déjà favorables à cette idée et l'Amérique pourrait l'être aussi si l'on en croit en tout cas certaines déclarations. Le désordre économique et monétaire actuel a en tout cas inspiré cette démarche du président. Cela dit, en Yougoslavie, M. Giscard d'Estaing et le maréchal Tito semblent avoir eu des conversations très franches sur la vraie détente et surtout sur l'indépendance nationale. Tout simplement parce que la Yougoslavie est un pays exemplaire à ce titre. La Yougoslavie peut être aspirée par l'un des blocs et on voit lequel. Il peut être convoité par l'autre, mais il tient à sa personnalité. Comme le dit le proverbe cité par Tito lui-même au président français, la Yougoslavie sera une noix coriace et dure à avaler aux agresseurs, quels qu'ils soient. Un président français, héritier du principe de base, l'indépendance nationale, qui était, bien sûr, dans le berceau de la Ve République, ne pouvait qu'admirer cette attitude de Tito. Et c'est cela qui a fait l'intérêt de cette rencontre Giscard-Tito. Gérard Saint-Paul. Pourtant, rien n'était acquis d'avance dans ce voyage. Les relations franco-yougoslaves n'ont pas toujours été faciles. Le contact Tito-Giscard d'Estaing n'allait pas de soi, n'était pas évident. Or, pendant ces 2 jours de visite qualifiés d'historiques, au-delà de la politique, des intérêts bien compris, il s'est passé quelque chose de subtil et d'intéressant. Un face-à-face de 2 hommes d'État différents par l'âge, par le style, par les choix politiques, par la façon d'être en somme. Un face-à-face, puis une rencontre, puis sans doute un dialogue qui a fait dire au président Tito « Il est rare d'arriver si aisément à un accord aussi rapide sur un aussi grand nombre de questions ». Tito, l'apparence un peu bourrue, une certaine moue critique, le physique un peu dur de celui qui a tenu tête à Staline, du partisan, lui dont Valéry Giscard d'Estaing nous a dit « Il appartient au petit groupe des géants de l'histoire ». Tito, l'air parfois lointain mais toujours aux aguets, l'esprit en alerte, la répartie foudroyante et toujours ajustée, le cheveu teint de roux clair, la démarche et le geste sûr. 84 ans, un sujet d'étonnement pour tous les journalistes présents. À ses côtés, Valéry Giscard d'Estaing, respectueux de l'âge et de la stature de son interlocuteur, déférent, conscient sans doute de rencontrer l'histoire, appréciant certainement aussi d'entendre ce que Brejnev n'avait pas entendu de la bouche de Tito 3 semaines auparavant, mais aussi assuré dans l'attitude et attentif aux moindres réactions de Tito devant ces journalistes français sans complexe pendant l'entretien de presse hier soir à Belgrade. Bref,
2 écoles et près de 35 ans de différence entre le doyen des chefs d'État et l'un des plus jeunes présidents de l'époque. Il y avait sous nos yeux le télescopage pacifique et somme toute assez fascinant de 2 générations politiques. Oui, c'est vrai, fascinant. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi, c'est quand même beau, la photographie, comme dit la chanson. Les autres nouvelles de ce journal, Jean-Claude Narcy. 5% d'augmentation pour les automobiles, c'est ce que demandent les constructeurs à l'occasion de la libération des prix au mois de janvier. Le gouvernement ne semble pas favorable à cette hausse. Le prochain Conseil des ministres se tiendra à Marly, au pavillon de chasse présidentiel. Il ne s'agit pas d'une décentralisation comme pour Évry ou Lille, mais c'est l'arbre de Noël qui chassera les ministres de l'Élysée, comme l'année dernière. Les responsables des organisations paysannes ont déjeuné à l'Élysée aujourd'hui avec Valéry Giscard d'Estaing. Ils ont évoqué les problèmes de l'Europe verte, à nouveau en crise. Après l'aide sécheresse mal acceptée par certains contribuables et par certains agriculteurs, ces derniers voudraient trouver à leurs problèmes une solution autre que celle de l'assistance. Ils réclament en particulier des prix européens plus rentables pour la production. Quant aux indemnités sécheresse, après l'acompte du mois d'août, les aides essentielles parviendront aux agriculteurs avant le 15 janvier. À l'étranger, une nouvelle importante qui vient de tomber sur les téléscripteurs. Beyrouth, le Liban a un nouveau Premier ministre. Il a été chargé par le président Sarkis de former le gouvernement. Il s'agit de M. Selim Al-Hos. Le gouvernement libanais n'existait plus depuis septembre et ne s'était pas réuni depuis le mois de mars dernier. Les ministres de l'OPEP se réunissent bien le 15 décembre au Qatar afin de fixer un nouveau prix pour le pétrole brut. On parle de hausse allant de 10 à 25%. L'Espagne connaît d'importants mouvements de grève dans tous les secteurs. Cela à l'occasion du renouvellement des conventions collectives et à quelques jours du référendum du 15 décembre. Un nouveau président pour la Confédération helvétique, c'est un démocrate chrétien, Kurt Fürgler, qui a été élu. Il s'agit d'une fonction uniquement protocolaire, remplie à tour de rôle par chaque conseiller fédéral. En France, affaire des bouts rouges. Le tribunal de grande instance de Bastia s'est déclaré incompétent en ce qui concerne les demandes d'indemnisation formulées par la ville de Nice et par les départements de Haute-Corse et de la Corse du Sud. En revanche, une expertise complémentaire est demandée sur les dommages causés directement aux pêcheurs et indirectement à l'environnement. Le procès Patrick Henry est fixé au 18 janvier devant la cour d'assises de l'Aube à Troyes. On ne connaît pas encore le nom de l'avocat général, mais maître Robert Badinter et maître Boquillon assureront la défense de Patrick Henry. La descente féminine en ski, première épreuve du critérium de la première neige à Val d'Isère, a dû être annulée ce matin à cause du mauvais temps. L'écart entre certaines concurrentes, habituellement très faible, dépassait parfois 5 secondes. L'épreuve a donc été reportée à vendredi matin. Oui, mais les images qu'on voit, ce sont quand même... C'est cela, mais c'est à cause de ces images d'ailleurs, à cause de ces écarts. Et puis au football, maintenant, dans quelques minutes, l'équipe de Saint-Étienne va recevoir celle de Nîmes au stade Geoffroy Guichard. Cette rencontre, comptant pour le championnat de France de première division, est très importante pour les Verts qui traversent actuellement, vous le savez, une crise. Alors, ce soir, allez les Verts. Vous les voyez ici à l'entraînement. Tiercé demain à Vincennes, 20 partants. Les préférés d'André Théron sont Fleuronnet, le numéro 20, Fanza, le numéro 9, et en rose, le numéro 1. Campagne anti-Pinocchio au Japon. Ce grand classique de la littérature enfantine est retiré de la vente des librairies japonaises. Des groupes de pression qui sont très puissants affirment que l'une des histoires de Pinocchio, c'est pas celle que vous voyez en ce moment sur votre écran, qui raconte les aventures du renard boiteux guidant un chat aveugle, est discriminatoire à l'égard des handicapés et que dans l'esprit des enfants, les boiteux et les aveugles deviennent des défavorisés dignes de pitié. Mais quand même sympathique, Pinocchio. Oui, je vous ai repris tout à l'heure, Jean-Claude Narcy, excusez-moi, parce que, en effet, ce qui était intéressant dans cette affaire de ski, c'est qu'il y a quand même 40 concurrents qui sont descendus, puis quand les 40 concurrents ont eu leurs résultats affichés, on s'est aperçu que la neige n'était pas bonne du tout, que le temps était complètement fou, et que les résultats ne valaient rien. Alors on s'est dit quand même, bon, on va reporter l'épreuve. Voilà, ça a été un petit peu léger quand même comme décision, et un petit peu tardif. Le temps, demain. Eh bien, il sera plus doux avec beaucoup de pluie sur la moitié sud-est surtout, sauf en Corse où le ciel sera quand même très nuageux. Attention aux avalanches en montagne. Il neigera de toute façon au-dessus de 1500 mètres et puis
Les vents de sud à sud-ouest seront assez forts par moment. Ces vents, cette tempête, ont fait beaucoup de mal, notamment à la région landaise. On a pu faire le bilan des dégâts causés par la tempête de la semaine dernière aujourd'hui, et on estime à, tenez-vous bien, 1 500 000 et même plus le nombre des pins abattus par le vent. Regardez. Et c'est tout à fait considérable comme dégâts et catastrophique. Ça risque même d'entraîner une certaine cassure des prix sur le marché des bois. 1 500 000 pins abattus, rendez-vous compte. Et puis toujours dans cette région, vous le voyez en ce moment, il y a eu les inondations avec les crues de l'Adour et de la Midouze. Une trentaine de fermes sont isolées. Et pour le réseau électrique, c'est un véritable désastre. De nombreuses lignes ont été abattues et 10 à 15 000 abonnés sont encore privés de courant en ce moment à Lugron. Ce matin, le préfet des Landes a demandé que le département soit déclaré sinistré, sur le plan agricole en tout cas. Oui, je vous ai souvent parlé ces jours derniers de la tempête, et c'est vrai qu'elle a été dure, impitoyable, même pour les travailleurs de la mer notamment. Mais il y a eu également, pendant la tempête, l'opération colmatage du pétrolier allemand Bollen, qui contient encore et toujours 9000 tonnes de pétrole. Il s'agit bien entendu, avec les travaux qui ont lieu actuellement, d'enrayer la pollution des côtes avant toute chose. Ces travaux ont lieu par 110 mètres de fond. Ils sont d'une difficulté extrême en raison du courant et du manque de visibilité. Et malheureusement, il y a eu un accident dimanche. Un des plongeurs de la Comex a été victime d'un coup de chien à la surface de la mer. Il effectuait des travaux, dit-on, sur la tourelle de plongée à proximité du navire d'assistance, le Pélican. La carène du bateau, prise dans la houle, aurait heurté violemment le plongeur et celui-ci serait mort sur le coup. Un accident du travail, par conséquent, qui s'ajoute à de nombreux accidents mortels en plongée, très souvent à la remontée de ces plongeurs. Je vous ai parlé du Pélican, c'est un bateau unique en son genre, c'est lui qui est la véritable plateforme, le véritable centre d'opération des travaux effectués actuellement sur le pétrolier coulé. Mais ce bateau, le Pélican, c'est encore plus que cela, c'est un navire de forage capable d'effectuer des trous au fond de la mer sous 2000 mètres d'eau en jouant à cache-cache avec les icebergs. Reportage Michel Chevalet. Image insolite que cet édifice flottant. Est-ce un navire ou une plateforme de forage pour pétroliers? En fait, c'est ni l'un ni l'autre, ou plutôt les deux à la fois. Son nom, Pélican. Date de naissance, 1972. Il est français, appartient à la CFP et à la Foramer, et fut à son époque unique au monde en son genre. Autrement dit, c'était, et cela reste d'ailleurs toujours, une nouvelle race d'engins. Le problème est le suivant. Dès que l'homme a voulu percer des trous au fond de la mer, il a juché ses dériques sur des échasses. Mais à mesure que la profondeur de l'eau augmentait, il a fallu concevoir des engins flottants. Seulement voilà, dès que la profondeur de l'eau dépasse 200 mètres, on se heurte à d'énormes problèmes d'ancrage. Il faut rien moins que 20 ancres et plus de 1000 tonnes de chaînes pour immobiliser ces monstres. D'où l'idée de ce navire capable de rester quasiment immobile au-dessus d'un point, et ce, sans la moindre chaîne. Le secret, il est sous la coque. 2 hélices pour avancer et 5 hélices installées en travers, 3 à l'avant, 2 à l'arrière. Au fond de l'eau, on place un répondeur radio et l'ordinateur placé à bord le repère et ne le quitte pas d'une semelle. Et pour cela, il commande le jeu d'hélices. Résultat, le Pélican ne s'écarte pas de 1 mètre du trou qui est en train de forer sous 2000 mètres d'eau. C'est cela que l'on appelle le positionnement dynamique. Mais pour bien comprendre l'efficacité du Pélican, regardez ces images. Nous sommes au Labrador, au large du Canada. À l'horizon, des icebergs, de véritables montagnes de glace flottantes, véritables bulldozers des mers. S'ils se font menaçants, on les prend au lasso et 2 remorqueurs les éloignent du Pélican en train de forer. Mais lorsque rien n'y fait, alors en 32 secondes, le bateau coupe son tube de forage, s'éloigne, laisse passer l'iceberg, puis revient retrouver son tube laissé au fond de la mer et reprend le travail, comme si rien ne s'était passé. On croit rêver. Il faut avouer que la recette est bonne, puisque le Pélican connaît déjà 7 descendants, et que bientôt toutes les plateformes de forage seront ainsi s'affranchir d'un fil à la patte que constituent les chaînes d'encre. Voilà, bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe de TF1 Actualité. Le dernier journal, vers 22h50, en fin de programme en tout cas, avec Jean-Pierre Perdaud. Merci.